À notre émission de la semaine, Madame, Monsieur, nous recevons Luciano Zamblé. Monsieur Luciano Zamblé est de la Côte d'Ivoire, c'est un Montréalais. Nous parlons avec lui de son organisation, des différentes activités donc dans son organisation, qui est l'organisme donc Anouanzé Union, Entente et Solidarité. Ils sont à Montréal et évidemment, ils mettent l'accent sur leur pays, bien sûr la Côte d'Ivoire et pourquoi pas l'Afrique. Donc nous parlons aussi des réalités ici même à Montréal et également de la situation dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Nous recevons également en deuxième partie une grande dame. Nous sommes allés dernièrement assister à une grande soirée à Montréal, plus précisément, ça s'est passé à Ville-Saint-Michel, où les jeunes se réunissaient, où il y avait de la musique, où il y avait les défilés de mode. Et justement, la personne qui a en fait réalisé ce beau défilé, qui présentait justement les différents tableaux des vêtements, est avec nous à l'émission. Elle s'appelle Dorothée Valsin. Et cette dame, elle est propriétaire d'une boutique qu'elle va préciser elle-même. Mais bref, on va parler, pourquoi pas, du comportement, de l'attitude. Comment est-ce que les Noirs, on aime s'habiller quand on sort ou quand on va à une fête? Et surtout, comment est-ce qu'on aime les couleurs visibles? Voilà le contenu de l'émission. Madame, monsieur, bonsoir. Ici en Ringaka. Bienvenue à notre magazine de télévision. J'espère que ça va très bien, vous êtes de bonne humeur. Bougez pas, ça va causer après ces messages publicitaires. Et voilà, madame, monsieur, nous sommes de retour à notre magazine de télévision Ça va causer. Si vous nous suivez à partir de YouTube, je vous dis bonjour et merci de nous suivre depuis Montréal. Parlez-en surtout parce que c'est une émission qui existe ici depuis les années 95 déjà. On parlait de l'Afrique, on était très intéressés. Et aujourd'hui, on continue parce qu'il y a beaucoup de choses. Et je vous signale qu'il y a une grande diaspora africaine ici même à Montréal, au Québec, où l'on parle le français. Et nous avons avec nous aujourd'hui un grand monsieur qui fait partie évidemment de la diaspora ivoirienne, ici même à Montréal. Bonjour, comment ça va ? Bonjour Monsieur Henri, ça va très bien. C'est un honneur, encore une fois, ce n'est pas la première fois que vous venez à notre émission. C'est pour moi un plaisir partagé à chaque fois que je viens ici à votre émission. Je suis très heureux. Vous êtes monsieur? Mon nom c'est Luciano Zamblé. Luciano Zamblé. Oui, Luciano Zamblé. Zamblé qui est un nom typiquement... Qui est un nom typiquement africain, oui. De l'Afrique de l'Ouest, précisément de la Côte d'Ivoire, dans une région, la région des Gouro. La région de... Des Gouro. Gouro, oui. Gouro, c'est une ethnie de la Côte d'Ivoire. Ça se situe vers l'ouest, le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Dites-moi, juste avant qu'on entre un peu dans le vif du sujet, combien de... J'aime pas dire dialecte, parce que moi, quand... l'expression dialecte, pour moi, c'est comme si nos langues étaient réduites à des, je dirais, des petites langues là, bizarroïdes. Pourtant, ce sont des langues. Oui. Alors, ma question ici, dites-moi, combien de langues, selon vous, existent en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, il y a à peu près autour de 63 langues différentes. 63 langues différentes. Oui. Et comment faites-vous pour parvenir à vous comprendre entre vous? Bien, il est évident que, en fonction des régions, oui. C'est la même langue qu'on parle, mais heureusement, nous, en Côte d'Ivoire, le premier président qu'on avait, père son âme, le président Félix Houphouët-Boigny, oui. On a adopté la langue française comme la langue nationale. Vous avez adopté la langue, ok. La langue française comme la langue française. Comme la plupart des pays africains. Non, parce qu'il y a certains pays africains où il y a une langue nationale. Par exemple, si tu prends le Sénégal, c'est le Wolof. Si tu prends le Mali, c'est le Bambara. Ça, vous voyez bien. Voilà. Mais en Côte d'Ivoire, nous, c'est le français. Ça veut dire que, j'allais dire que la langue maternelle, souvent, c'est le français. La langue maternelle, c'est le français. Souvent, c'est le français. Parce que, puisque nous sommes un peu mélangés, et donc souvent, moi, personnellement, mon père et ma mère ne viennent pas de la même région. OK. Donc, ça veut dire que ma langue maternelle, c'est le français. C'est la première langue. Dans la maison, les parents se parlaient en français. En français. Entre eux. Oui. Et élevaient leurs enfants en français. En français. Aussi. Parler français. Mais vous avez un français particulier, quand même. Je suis allé en Côte d'Ivoire. Il faut que je m'en rende. J'étais à Abidjan. Je me connais à Djamé. Dites-moi, vous avez une langue particulière. Comment définissez-vous ce français ivoirien? Parce qu'entre vous, vous comprenez très bien. Et même l'ensemble du monde vous comprend. Mais c'est quelque chose qui est unique en Afrique. Il y a une poésie quelque part, il y a une beauté quelque part dans votre manière de parler. En tant qu'Ivoirien, peut-être on ne s'en rend pas compte, mais il sait que nous, en Côte d'Ivoire, quand même, on a une langue qu'on appelle le Nouchi. Le Nouchi. Le Nouchi. C'est comme, par exemple, un créole ivoirien.
Ah, Ah oui. et donc, Donc, si, par exemple, je me mets à parler cette langue, même si toi-même tu comprends le français, tu vas rien comprendre. pardon? Si je me mets à parler cette langue, là, Oui. je me mets à parler en Nushi, tu vas rien comprendre dans ce que j'ai dit. Mais donc, ça veut dire que la majorité, quand les gens se parlent entre eux, ils se parlent en fait Nushi, quelque part. Non, non, on parle le français normal, ok, mais il y a le français de rue. Le français de la rue. De la rue. Ça, c'est le Nushi. Ça, c'est le Nushi. Un exemple. Je sais pas moi, tu vois une dame là dans la rue, madame, vous êtes belle. Comment tu dis ça en fait, Nushi? Ah, je dis, madame, elle est canon. Eh mon, madame, elle est canon. Si elle est canon, elle va comprendre ce que je lui dis. Ou bien je dis par exemple, ben, tiens, cette dame, elle me tape à l'œil. Ah oui, 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 mais ça c'est quand même le français, Ouais, français, ouais, ça c'est c'est le le français, oui. l'argot un petit peu, d'accord. Voilà. Parce que j'ai entendu des expressions en Côte d'Ivoire que vraiment je trouvais uniques et même je dirais spéciales. Par exemple, je vous donne un exemple assez drôle, amusant. Vous êtes assis, là, un groupe d'hommes, femmes, en train de discuter. Subitement, quelqu'un balance un pet. Quelqu'un a pété, Oui. carrément. Mais au lieu... Et là, ça sent. Hein. Vous êtes là, mais personne n'ose dire, mais qu'est-ce qui se passe là? Les gens sont là, calmes, et puis mais ça pue comme pas possible. Et subitement, il y a un vieux qui est là, mais qui n'en peut plus, et puis qui balance, qui dit, mais l'enfant là, il a gâté le coin. Hein? Ouais, c'est ça, il a gâté le coin. Il a gâté le coin. Et là, tout le monde est mort. Il a gâté le coin. Mais moi, l'étranger, dit, mais gâté. Donc, il a gâté le coin. Ça, c'est vraiment, ça, c'est une expression qui est en Nushi, ça. Ouais, ouais, ça c'est le Nushi, ça. Ah, ok, d'accord. Il a gâté le coin. Gâté le coin. Ouais. Et il y a même des chansons. Mais parce que quand tu vois on dit il a gâté le coin, ça veut dire que de façon normale, ça ne respecte pas la norme. Donc, pour dire que ça ne respecte pas la norme, on dit il a gâté le coin. Parce que moi, je comprenais l'expression gâter le coin. Oui, dans ce sens-là. Mais il y avait aussi gâter le coin, l'explosion. C'est un peu comme ça, je vois ça. Le feu. Voilà. Une fête, un groupe d'artistes se pointent là et vous disent ah, ce soir, là, on va gâter le coin. Oui, c'est pour ça que dire que c'est ça. C'est vraiment l'explosion. Donc, on va faire la fête. Ça ne respecte pas la norme. Parce que tu peux aller, par exemple, avec tes amis et puis bon, arriver là-bas, il y a des chicanes. Oui. Puis il y a un qui fait des dégâts. Ouais. On va dire ah, il a gâté le coin là-bas. Gâter le coin, ça a vraiment plusieurs sens. C'est ça, ça va plusieurs sens. Incroyable. Selon le contexte. Oui, oui. Non, mais franchement, ça, c'est beau. J'en profite pour saluer toute la diaspora ivoirienne ainsi que les Ivoiriens qui nous suivent actuellement. C'est un grand plaisir. On va parler de votre organisation comme telle. Comment vous appelez cet organisme ici à Montréal? Officiellement, cet organisme est appelé Anouanzé, oui. Union Entente Solidarité. D'accord. Anouanzé, pourquoi? Quelles étaient, comment dirais-je, les raisons qui ont justifié la création d'un tel type d'organisme quand on tient compte du fait que les diasporas africaines de plus en plus s'organisent? Il y a beaucoup d'organismes qui offrent des services. Vous, qu'est-ce qui fait en sorte que vous soyez spécial, que vous puissiez créer un tel type? Est-ce que ça s'adresse uniquement aux Ivoiriens? Ou est-ce que lorsque vous parlez dans le temps de solidarité, on parle ici dans le temps de solidarité des Africains et des Noirs, de monsieur, madame, tout le monde? Je ne sais pas, je vous pose à vous la question. Oui, mais Anouanzé, c'est un organisme d'abord qui est créé en 1999. OK? Les initiateurs de ce projet l'ont mis en place parce qu'eux-mêmes ont rencontré, ils étaient confrontés à des difficultés. Parce qu'à l'époque, un de leurs amis, malheureusement, est décédé ici. Donc, et lui n'était pas ivoirien, il était rwandais. Donc, c'était un groupe d'Africains, finalement. Voilà, il était rwandais. Et donc, ils se sont dit, mais tiens, il faudrait qu'on s'associe. Il est décédé ici? Il est décédé ici, en 1990. C'était en 93, je pense. Un monsieur de quel âge, approximativement? La quarantaine, la cinquantaine? Je suppose que c'est dans la quarantaine, peut-être. Ouais, je suppose que c'est dans la quarantaine. C'est jeune, quand même. Et donc, c'était vraiment difficile, parce qu'imagine-toi, dans les années 93, c'était vraiment difficile. Et donc, partant de là, il y a une réflexion qui s'est posée au niveau de nos dévanciers. D'accord. Vous avez dit que c'était difficile dans les années 93. Donc, ça veut dire que maintenant, c'est plus facile. Qu'est-ce qui faisait cette différence entre 93 et aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé, genre réellement? Non, c'est plus facile parce qu'aujourd'hui, les gens, avec les organismes qui créent, ça fait qu'il y a quand même une certaine solidarité entre les membres. Exactement. Donc, et puis aussi, il y a des programmes qui sont mis en place, soit peut-être par le gouvernement, soit peut-être même par les associations, qui font que quand il y a un tel problème qui se pose,
la mobilisation est plus facile. En 80, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Mais en plus, nous n'étions pas très, très nombreux aussi. Voilà, ça n'existait pas. D'accord. Et donc, Anoisé, c'est une association qui regorge des Ivoiriens et puis toutes les personnes qui ont un intérêt particulier en Côte d'Ivoire. Okay. Ça peut être par exemple un investisseur, ça peut être par exemple un lien de mariage. Voilà, toutes les personnes qui ont un intérêt, qui ont un intérêt en Côte d'Ivoire, c'est ouvert à. Et est-ce que ça marche? Ça va? Ça marche pour vous? Oui, ça va. Ça va. Oui, allez-y. Ça va. Moi, j'ai été élu président d'Anoisé depuis 2020. Et je me souviens pas exactement, je pense que je suis au niveau du 10e président de cette association. OK. Vous avez parlé tantôt du fait que cet organisme-là cible évidemment toutes sortes d'éléments, mais j'ai compris aussi, on parle d'investissement en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? On va vers la Côte d'Ivoire. Oui, toutes les personnes qui ont un intérêt en Côte d'Ivoire, ça peut être par exemple un investisseur, par exemple quelqu'un qui a des intérêts en Côte d'Ivoire et puis bon, il veut rentrer dans notre association. Oui, mais Anoisé n'est pas spécialisé dans l'investissement en Côte d'Ivoire. Ok, mais c'est un des éléments, c'est un, comment dirais-je, c'est un des sujets qui vous intéresse quand même. Oui, parce qu'on fait la promotion aussi de la Côte d'Ivoire. D'accord. Oui. Alors, puisque vous faites la promotion de la Côte d'Ivoire, on va quand même situer un petit peu nos téléspectateurs. Je vous signale que cette émission est diffusée au travers notre espace ici, Montréal, Québec, mais quand même, on diffuse aussi certaines interviews sur YouTube. Et celle-là, elle sera diffusée sur YouTube. Je vous parle ici du contexte. Je me mets ici dans la place du Québécois, du Canadien qui nous regarde, vous et moi actuellement, et qui entend, bon, investissement, un intérêt pour le continent, pour la Côte d'Ivoire. Considérez-vous qu'actuellement, un investisseur québécois-canadien aurait un intérêt en direction, n'est-ce pas, de l'Afrique de l'Ouest comme telle, y compris la Côte d'Ivoire? Et je serai encore plus précis là-dedans. Lorsque nous regardons la carte politique de la Côte d'Ivoire telle qu'elle est actuellement, votre commentaire? Mais au niveau de la carte politique de la Côte d'Ivoire, actuellement, je pense que la Côte d'Ivoire, c'est quand même un pays stable. Oui. C'est un pays stable. La plupart des grandes rencontres, souvent internationales, qui ont lieu en Afrique, bien sûr, c'est en Côte d'Ivoire. Abidjan, oui. C'est Abidjan. Et puis, vous pouvez aussi constater au niveau de certains investissements, on a toutes les plateformes nécessaires pour pouvoir tenir ne serait-ce qu'une rencontre internationale. Et même pour parler, tout à l'heure, avant l'émission, on était en train d'en discuter. Il y a, je crois bien, une cohorte de Miss France pour la prochaine édition qui ont débarqué en Côte d'Ivoire pour la préparation. On ne débarque pas dans un pays comme ça avec près de 30 personnes pour une préparation si, j'allais dire, l'équipement nécessaire n'y est pas. Les plus belles femmes françaises qui en fait débarquent. Question d'aller se bronzer un peu. Non, c'est ça. Et puis en passant aussi, quand même, on a l'une des plus grandes basiliques du monde, Yamoussoukro. La basilique de Yamoussoukro. Que M. Félix Houphouët-Boigny avait construit en fait l'image de la basilique en fait Rome. Voilà. D'accord. Lorsqu'on constate actuellement ce qui se passe en Côte d'Ivoire, on regarde la carte politique telle qu'elle est actuellement. Nous avons quand même l'actuel président, M. Alassane Ouattara, ainsi que sa femme, en fait, algérienne, française, qui est née en fait en Algérie, coloniale comme telle et qui est française, Madame la présidente, donc Madame Dominique Ouattara aussi. Certains considèrent que la Côte d'Ivoire vit un petit peu une situation qui fait peur, où nous avons un homme politique, un président qui fait son 3e mandat, alors que la plupart des pays actuellement c'est 2 mandats et qui, on ne sait pas s'il aspire au en fait 4e mandat. On a un grand monsieur, un grand homme politique qui a été mis en prison suite, n'est-ce pas, aux dernières élections, en fait, aux élections qui avaient eu lieu il y a en fait de cela quelques années. Un grand homme politique que vous connaissez très très bien. Il y a sa femme aussi qui souhaite aussi se présenter et qui aurait demandé, ou en fait Marie, je ne cite pas encore les noms, Madame Simone Gbagbo, et je parlais ici de Monsieur Laurent Gbagbo qui a fait de la prison. On a également Monsieur Thiam, que j'ai connu vaguement à Rabat, au Maroc, dans les années 70, dont le père était ambassadeur de la Côte d'Ivoire, ainsi que la maman qui était la petite nièce du président Houphouët-Boigny. Et voici le fils qui se présente également, qui est devenu le président du PDCI, comme par hasard le parti cher à Monsieur Félix Houphouët-Boigny, l'héritage comme tel. Dites-moi, sincèrement, comment voyez-vous, vous en tant qu'Ivoirien de la diaspora et ceux qui nous écoutent actuellement, la carte politique et sociale de votre pays? Croyez-vous sincèrement à cette stabilité à long terme, avec la situation française telle qu'elle est actuellement? Je le signale, avec le nationalisme qui arrive à grands pas en France,
Je vous laisse continuer. Bien, je vous remercie, mais cette question, elle est un peu difficile pour répondre. Bien parce sûr. que je suis invité aujourd'hui en tant que président d'une organisation à but non lucratif. Bien sûr, mais qui est bien au courant de la situation de son pays. Et puis qui est apolitique. Mais qui suit très très bien la situation de son pays. Mais je suis la situation de mon pays. Oui. Mais je pense que quand même, les hommes politiques en Côte d'Ivoire ont toujours quand même trouvé, disons, une entente. Parce que je me souviens, même quand le président Gbagbo Laurent est quitté de la prison à La Haye, il a été rencontré le président Alassane Ouattara. Okay? Donc, c'est pour dire qu'il y a toujours une entente. Même quand il y a eu la crise aux dernières élections. La crise militaire? Non, pas la crise militaire, aux dernières élections. Mais après ça, il y a quand même eu une entente entre les partis politiques. Donc, je pense que sur ce point-là, c'est ce qui donne la stabilité à la Côte d'Ivoire. Okay? Donc, selon vous, il y a vraiment, à long terme, on parle ici d'une stabilité dans ce pays qui vaut la peine. Oui, je pense qu'à long terme, on parle d'une stabilité. Il y aura une stabilité. Comme actuellement, il y a une stabilité, je pense qu'à long terme, les acteurs politiques ivoiriens vont vraiment s'entendre pour qu'il y ait une stabilité dans ce pays. D'accord. Et entre vous ici, dans la diaspora ivoirienne comme telle, vous, en tant que responsable d'une organisation sans but lucratif, tel que vous venez de le souligner, considérez-vous qu'il y a une certaine entente, une certaine unité entre Ivoiriens, ou bien on parle ici de carrément division compte tenu des partis politiques? Mais je pense que plutôt avant, quand il y a eu la crise de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'au temps du président Laurent Gbagbo, je pense que là, quand même, il y avait eu quand même des petites divisions. Ouais. Petites divisions entre les acteurs des organismes qui souvent ne savaient pas qu'en tant que responsable d'organisme, il y a des positions qu'il ne faut pas prendre. OK? Mais après ça, aujourd'hui, par exemple, on a la Fédération des associations ivoiriennes du Canada. Donc, c'est pour dire que nous sommes dans une structure où on a des associations différentes. Donc, on a des idées différentes. Mais nous sommes unis autour d'une association. Donc, il y a quand même, on sent un certain nationalisme ivoirien qui est là, quand même. Parce que si vous vous souvenez bien, tout récemment, il y a eu un événement qui s'est passé. Lequel? Où il y a eu un enfant qui a été ébouillanté. Soyez précis, s'il vous plaît. Ébouillanté à Longueuil. Oui. OK. Ça s'est passé donc à Montréal. Donc, Oui, ça s'est passé à Longueuil. Oui, à Longueuil, oui. À Longueuil, qui a été ébouillanté. Et puis, si vous avez remarqué bien, il y a une sensibilisation même au niveau de la fédération. Il était ivoirien de cette... Il était ivoirien, enfant. Oui. Il avait des parents ivoiriens, parce que j'avais carrément reconnu l'accent. Voilà. Oui. Donc, il y a une mobilisation non seulement de la fédération des associations ivoiriennes, mais il y a eu aussi une mobilisation au niveau même de la fédération même des associations africaines. Donc, je pense qu'au stade où nous sommes là, il y a une certaine cohésion au niveau des associations ivoiriennes. D'accord. Malheureusement, le temps passe très vite. Oui. Je suis très heureux de vous avoir invité ici. J'aimerais bien que le public retienne quand même une substance de notre conversation. Que doit-on retenir, et là c'est ma dernière question, que doit-on retenir de notre conversation d'aujourd'hui? Bien, notre conversation d'aujourd'hui, moi, ce que je peux dire, c'est que d'abord, je suis invité ici en tant que le président de l'association Anoisais Union Entente Solidarité. Et puis, à ce titre-là, nous organisons une activité annuelle qu'on appelle Awlaba, Reine de la beauté africaine. Awlaba, oui. Reine de la beauté africaine. Cette activité-là, c'est de valoriser l'image de la femme ronde. Parce que nous, notre mission, c'est de promouvoir un peu l'inclusion. Je me rappelle, on avait déjà couvert ça. Culturelle. Et donc, à ce titre-là, nous remercions aussi franchement le gouvernement du Canada qui nous soutient dans cette activité et le groupe 3737 qui aussi, grâce à eux, nous avons pu bénéficier de cette subvention et l'initiative appuyer la communauté noire du Canada. D'accord. Et aussi, je vous dis merci pour en fait la télévision ici. Merci aussi de nous inviter aussi pour pouvoir aussi permettre de nous exprimer. Parce que sans vous, on ne pourra pas aussi directement transmettre notre message. Moi, je dis merci à mes patrons qui nous donnent la possibilité d'être ensemble aujourd'hui et de parler de l'Afrique. Merci à Issa. Merci encore une fois. Merci frérot. Et voilà, madame, monsieur, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après cette publicité. Madame, monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer.